On peut avoir des réponses différentes sur la montée du sucre après un repas ou la montée des taux de graisse après un repas, en fonction de notre équipement bactérien. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Il peut y avoir des dépôts bactériens qui vont proliférer, qui vont abîmer nos dents, mais qui peuvent aussi altérer notre santé. La santé buccale, elle est très importante et si vous avez une parodontite, faut soigner votre parodontite. Le microbiote va jouer un rôle très important dans la défense immunitaire. Le microbiote lui-même, il était capable de fabriquer des vitamines. Les facteurs de notre environnement influencent notre microbiote. Si vous habitez près d'une forêt, ça peut influencer l'équilibre de votre microbiote. Si vous habitez près d'un champ dans lequel on utilise des pesticides, il est possible que ça influence votre santé microbienne. Ça, c'est très important. Changements environnementaux, amélioration de notre biologie et action sur le microbiote. Ça, c'est une vraie question et c'est une question sensible. Donc toi, tu nous dis que ça sert à rien. De la même façon qu'on voit malheureusement certaines espèces animales s'éteindre à l'échelle de la planète, tu penses qu'il y a potentiellement des bactéries qu'on est en train d'éradiquer de la planète Terre ? Il y a des collègues internationaux dont le métier, c'est d'essayer de garder ces souches bactériennes. Je le pense pas, c'est probablement une réalité. Mais elles sont malignes, les bactéries. Elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. « 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement ? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre ? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Comment le microbiote intestinal influence-t-il le métabolisme énergétique ? Vaste sujet. Ça a été une petite révolution dans notre domaine il y a 20 ans. Surtout venant de l'exploration chez les souris. Et ce qui a été montré, c'est que des souris qui n'avaient pas de microbiote étaient très actives, bougeaient beaucoup, mangeaient beaucoup, mais c'était très difficile de les faire grossir. C'était quand même un sacré scoop. Et donc, en fait, ce qui a été montré après, c'est qu'on pouvait transférer du microbiote d'animaux qui ont développé une obésité chez ces animaux sans microbiote. Et lorsqu'on faisait cette expérience, il y avait une augmentation de la masse graisseuse des animaux et donc une altération du bilan d'énergie. Alors, il faut rappeler ce que c'est que le bilan d'énergie. Il y a ce qu'on mange et il y a ce qu'on dépense. Et donc, effectivement, un bilan d'énergie perturbé, c'est lorsque il y a un déséquilibre. Et donc, toute la question, c'est comment ça marche. Et donc, les premiers résultats scientifiques, c'était le microbiote est capable d'extraire de l'énergie et en particulier par ensuite la production d'extrait de l'énergie. Puis on produit des petites molécules qui s'appellent des métabolites bactériens qui peuvent altérer cette balance énergétique. Ça, c'est chez l'animal. Toute la question, c'est le rôle du microbiote chez l'homme. Alors déjà, pour être sûr que moi j'ai bien compris, on peut dire que quelque part, le microbiote, quand on le rajoutait et qu'il était là, il permettait d'optimiser la digestion des nutriments pour extraire encore plus d'énergie. Alors ça, oui, ça fait partie de son rôle physiologique. Le microbiote, effectivement, indispensable pour la digestion. Et puisque les bactéries vont utiliser les aliments, les bactéries, ce qu'elles veulent, c'est se développer, proliférer. Donc en fait, dans notre intestin, elles vont utiliser la source énergétique qui vient des aliments. Donc effectivement, elles ont un rôle dans l'extraction d'énergie. Et ensuite, c'est comme des usines. En fait, il y a l'entrée, puis il y a de l'utilisation et il y a de la production. Et donc, il va y avoir une production de petites molécules. Alors, on reviendra dessus, mais qui s'appellent par exemple des acides gras à chaîne courte, qui peuvent avoir un rôle sur la régulation de l'énergie. Alors ça, c'est effectivement les données chez l'animal. Après, chez l'homme, c'est plus complexe. C'est la connexion entre les perturbations du microbiote et, par exemple, la régulation du poids. Mais on va y revenir. Parce qu'on peut pas dire que si ça marche comme ça chez la souris, ça marche comme ça chez l'homme ? C'est toute la question. C'est ce qu'on appelle la translation, c'est-à-dire qu'il faut passer des données chez l'animal vers l'homme. Et là, quand on passe à l'homme, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe parce qu'on est tous différents. Le problème, c'est qu'on peut pas faire la même chose. On peut pas avoir un être humain sans microbiote. Ah non, alors non, on peut pas avoir un être humain sans microbiote. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre du microbiote d'humain et de faire des expériences de transfert chez la souris. Transfert de microbiote, ça c'est possible. On peut mettre du microbiote d'humain dans une souris. On peut mettre du microbiote d'humain dans une souris. Alors, il y a une expérience très célèbre qui a été de prendre du microbiote d'humain de personnes en situation d'obésité par rapport à des gens qui n'ont pas de problème de poids et transférer chez les souris.
Et alors, miracle, quand on fait ça, on voit que l'animal qui a reçu le microbiote d'une personne en situation d'obésité va développer beaucoup plus de poids qu'un animal qui a reçu le microbiote d'une personne qui n'est pas en situation d'obésité. C'est ce qui a fait dire que effectivement, le microbiote pouvait jouer un rôle dans la régulation du poids. Ça semble assez magique sur les perspectives que ça ouvre. Ça semble assez magique, mais quand on passe à l'homme, vraiment, bien, on s'aperçoit que c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Karine Clément, je suis médecin, professeure de nutrition à l'université, à Sorbonne Université. J'exerce mon activité clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je dirige une équipe de recherche INSERM Sorbonne Université qui travaille depuis plus de 20 ans sur l'obésité, essayer de comprendre les mécanismes du développement de l'obésité avec un axe sur le microbiote. Et je suis présidente de l'Association française d'études et de recherche sur l'obésité. Tout ça en 24 heures chaque jour? Tout ça en 24 heures chaque jour, oui. Par rapport à la première question qu'on a posée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le microbiote, si on revient sur quelque chose d'assez basique? Oui, bien sûr. Le microbiote. Alors, petite anecdote, si parfois vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul, puisque vous êtes accompagné des bactéries. Les bactéries, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Et donc, le microbiote, ce sont ces composants bactériens, 100 000 milliards de bactéries, qu'on va avoir sur toutes les parties de notre corps, hein, donc dans la bouche, dans l'intestin, sur la peau, dans les oreilles, sur des tas de niches. Dans les poumons, je t'ai entendu dire. Dans les poumons, hein, même des endroits où on pensait que c'était stérile. Par exemple, le poumon, il y a des bactéries. Et donc, elles sont en permanence en interaction avec nous. Donc, 100 000 milliards de bactéries. Les bactéries, c'est quand même les microbes les plus fréquents. Mais il faut bien garder en tête également que quand on parle du microbiote en sens large, on parle aussi de bactéries, de virus, de levures. Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Donc on a tout ça à l'intérieur de nous. On a tout ça si on parle du microbiote intestinal. Alors bien sûr, voilà. Le microbiote intestinal, c'est là où il y a la plus forte concentration. Et encore, ça varie en fonction de la zone de l'intestin. Mais oui, on a tout ça oui, en nous. Et alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que c'est qu'un microbiote normal, physiologique, pour être en bonne santé? Je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la proportion de certaines? Est-ce que c'est la diversité? Est-ce que c'est la quantité? Toutes ces questions. En fait, j'aimerais bien le savoir. C'est une grande question scientifique actuellement. Parce qu'on n'est pas bien capable de définir un microbiote normal. Parce que c'est tellement variable d'une personne. On peut pas se dire, lui, il est en bonne santé, il n'a pas de pathologie, il a un microbiote normal. Voilà, il y a des indicateurs. Donc, on peut se dire, c'est un microbiote normal, c'est tous les composants, enfin, les grandes fonctions bactériennes qui nous servent, qui sont utiles, sont présentes. Donc, donc on peut avoir une vision sur, par exemple, la richesse. Microbiote pauvre versus microbiote riche. On peut même compter les bactéries. Donc, il faut qu'on ait X milliers de bactéries différentes. Diverses, c'est plutôt mieux. Divers, c'est plutôt mieux. On peut même regarder, alors nous, dans nos études assez sophistiquées, on va même compter les gènes des bactéries. Donc on va dire, voilà, ce microbiote, il est plus riche parce qu'il y a plus de gènes bactériens. Et donc, dans ce cas-là, on peut aussi revenir aux bactéries et en disant c'est plus divers. C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est parce que c'est plus facile de les compter par le biais de leurs gènes? Oui, c'est plus facile de les compter par le biais de leurs gènes. Et puis il y a une raison très très simple, hein, c'est que quand on s'intéresse aux bactéries de l'intestin, en fait, la plupart des bactéries, notamment dans la partie basse de l'intestin, elles vivent sans oxygène. Donc, en fait, comment on récupère le microbiote, en particulier chez l'homme? Par les selles. Donc, si on commence à vouloir compter les bactéries, les caractériser ou les cultiver, elles meurent. Parce que dès qu'elles sortent, il n'y a plus d'oxygène. Et donc, ça a été un des grands succès. Enfin, vraiment, c'était une révolution. Hein. Après le séquençage du génome humain dans les années 90, on a transposé des techniques de séquençage du génome humain au séquençage de ce qu'on appelle le métagénome, c'est-à-dire vraiment aux bactéries de l'intestin. Et là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une très grande diversité bactérienne et on a pu caractériser comme ça des profils chez les personnes.
Et donc, effectivement, 100 000 milliards de bactéries, des milliers d'espèces différentes, mais aussi des virus, ou on appelle encore des phages, des protistes. Ça, c'est un autre type de microbes, de germes, des levures, etc. Donc, en fait, vraiment une richesse un écosystème. Tout un écosystème. Ça... Tu disais que un microbiote plus ou moins normal, c'est un microbiote avec suffisamment de familles pour assurer les différentes fonctions. Exactement. On les connaît, ces fonctions, bien sûr. Que doit fournir le microbiote à un organisme? Ah oui, on a beaucoup appris, notamment... alors ça, c'est le travail plus des microbiologistes, mais on sait que les bactéries, elles sont essentielles pour un certain nombre de fonctions, même pour nous. Donc, on a parlé tout à l'heure des enjeux de la digestion. Donc, elles aident à digérer. Mais elles aident au niveau confort de la personne ou elles aident en extrayant certains nutriments ou etc. Essentiel pour extraire des nutriments. On peut prendre un exemple très simple. Quand vous mangez des hydrates de carbone complexes, des céréales, du pain, des glucides, en fait, on n'a pas, nous, en tant qu'humains, on n'a pas l'équipement en enzymes, en molécules pour casser, en fait, les fibres. Les bactéries font ça. Donc, on a besoin de ces bactéries pour utiliser et digérer les sucres, en particulier les sucres complexes. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Un autre élément très important dans les fonctions, c'est la maturation immunitaire, en particulier de notre intestin. Alors ça, c'est absolument essentiel parce que quand on est petit, on est immature au niveau de la réponse immunitaire. Et donc, le microbiote nous aide à maturer notre réponse immunitaire. Et petit à petit, il va progresser. Et on dit que vers 3-4 ans, on a atteint à peu près un profil microbien à peu près proche de celui de l'âge adulte. Donc tout l'intérêt de la diversification chez les enfants, c'est ça, fait partie. C'est-à-dire la grossesse, le mode de naissance, on y reviendra peut-être, c'est un des éléments importants au départ. Comment le microbiote va s'installer, donc pour ce qui est de la maturation immunitaire. Les défenses. Vous êtes agressé par une bactérie pathogène, par exemple un coli, un Escherichia coli, ça fait partie des infections classiques intestinales. Si vous avez un microbiote bien divers, ça va vous aider à plein de fonctions, ça va vous aider, par exemple, à lutter contre l'infection. Oui, parce que tout ce qu'on mange, en fait, on apporte dans l'organisme potentiellement des éléments pathogènes, en fait. Bien sûr. Bien sûr, typiquement, on entend parfois parler de la listeria, ça fait partie. Et donc, le microbiote va jouer un rôle très important dans la défense immunitaire, la défense contre l'agression. Quelque chose de moins connu, par exemple, c'est la synthèse des vitamines. On a besoin de certaines vitamines essentielles, par exemple, certaines vitamines B qui sont apportées par l'alimentation. Eh bien, en fait, on s'est aperçu, en étudiant le microbiote, que le microbiote lui-même, il était capable de fabriquer des vitamines. D'accord, donc c'est ces bactéries-là qui nous fournissent les vitamines. Ouais. Ok. Les médicaments, ça c'est un point très très important. Les bactéries peuvent transformer certains médicaments en des molécules actives. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé à l'heure actuelle? Alors, c'est pas utilisé directement. On s'est aperçu que le microbiote... en fait, en fonction de notre équipement bactérien, d'ailleurs, on peut avoir des réponses différentes à certains médicaments. Et donc, au sucre, grande diversité. Bien sûr. Je trouvais que c'était assez passionnant. Ce que t'expliquais, c'était que si on faisait prendre du sucre à plein de personnes différentes, l'élévation du sucre dans le sang était en lien avec la composition du microbiote de la personne. Absolument. Alors, on peut voir ça sur les sucres, mais aussi plus généralement sur l'alimentation. C'est-à-dire que, en fonction de notre équipement, on peut avoir tout à fait des réponses différentes sur la montée du sucre après un repas ou la montée des taux de graisse après un repas, par exemple. Ou voire même la montée de l'inflammation, même après un repas. Justement, en fonction de notre équipement bactérien dans l'intestin qui nous est assez propre. Donc c'est vital. C'est vital. Notre microbiote est vital. Tu as parlé tout à l'heure d'acide gras à chaîne courte. Donc ça, c'est également le microbiote intestinal qui est responsable de cette fabrication ? Absolument. Alors ça, c'est la partie usine.
C'est-à-dire que il faut voir ça comme une grande ZAC avec différents types d'usines. Donc il y a l'entrée qui peut être vue, l'alimentation, et il y a des produits qui vont être transformés, synthèse, par les bactéries. Et par les bactéries, il va y avoir différentes petites molécules qui s'appellent des métabolites. Alors ça, c'est pareil, c'est une grande diversité, il y en a plein. Et donc, typiquement, les acides gras à chaîne courte sont produits justement de l'utilisation des sucres complexes. Alors, on peut les citer, butyrate, propionate, acétate, il y en a plein, mais il y en a plein d'autres. On en découvre régulièrement. On a par exemple les produits des acides biliaires, ou bien des dérivés d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Donc tout ça, ça va produire plein de molécules, dont certaines ont des effets favorables, bénéfiques, ou d'autres des effets plutôt défavorables pour la santé. Et sont pas apportés par l'alimentation, par exemple, ces acides gras à chaîne courte, c'est que le microbiote qui peut les faire. Oui, dans ce cas-là, c'est vraiment une transformation des sucres complexes, des fibres, par les bactéries. Donc tu nous as dit qu'il y avait toutes ces fonctions. Du coup, on se pose la question, enfin moi je me pose la question, comment est-ce que il arrive, comment chez un nouveau-né, un bébé, etc., comment est-ce qu'on a cette colonie avec les bactéries qui arrivent dans le microbiote, dans l'intestin? Oui, alors ça c'est passionnant. Lors de la naissance, en fait, par voie naturelle, par la filière, par voie basse, le nourrisson va être, mis en contact. Alors, on pourrait dire contaminé, mais c'est pas contaminé, c'est colonisé, c'est mieux colonisé que contaminé, colonisé par les bactéries au départ de la maman, lors de la naissance par voie basse. Donc le microbiote vaginal de la maman. Vaginal, fécal aussi. Utérin. Oui, okay. Fécal, vaginal, et puis petit à petit, il va être en contact avec l'environnement, l'écosystème. S'il est allaité, il va avoir aussi accès aux bactéries de sa maman, puis on va le toucher, puis on va l'embrasser, etc. Donc tout ça, ça va contribuer à la colonisation, en fait, dans l'intestin du microbiote de l'enfant. Et donc il y a un ordre, il y a une installation en fait des bactéries dans le temps jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Et donc on imagine bien que par exemple la naissance par voie de césarienne, ça va être différent, cette installation et cette colonisation. Donc c'est ce qui a été montré en disant que les phénomènes d'installation, effectivement, des bactéries peuvent être différents en fonction du mode de naissance. Et donc on essaie de comprendre, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine essaient de comprendre est-ce que les changements microbiens très tôt dans la vie peuvent être en cause dans l'apparition des maladies. Prédicteurs d'une pathologie comme future. les allergies, les maladies cardio-métaboliques, etc. Donc en fait, on parle souvent des 1000 premiers jours de vie. Les 1000 premiers jours de vie. Qui vont correspondre aux 9 mois de grossesse et aux 2 ans qui suivent. Alors non, 1000 premiers jours, c'est après la naissance. Ah, c'est après la naissance, ok. C'est vraiment les 1000 premiers jours de vie après la naissance. Les 3 premières années de vie. Les 3 premières années. Et justement, le microbiote s'installe dans cette période. Donc c'est vraiment une fenêtre critique pour la santé future en fait de l'enfant. Et donc le microbiote fait partie des pistes en fait pour essayer d'expliquer peut-être l'apparition de certaines maladies. Ce qui est difficile, c'est qu'on manque de données de suivi long terme des enfants avec une exploration du microbiote et puis regarder ce qui se passe plus tard dans les études épidémiologiques. Forcément. Du coup, des enfants qui seraient nés par césarienne, tu penses, toi, que c'est définitif ou si on va donner des conseils tout à l'heure, ils font très attention à leur microbiote, etc., c'est quelque chose qui est rattrapable? Alors où est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner de choses à faire? Alors ça, c'est une vraie question. Alors il y a eu des essais, c'est assez amusant, il y a eu des essais au départ chez les enfants nés par voie de césarienne. Faut se rappeler quand même que dans certains pays, par exemple en Italie, j'ai ça en tête, mais la naissance par césarienne dite de confort, c'est assez fréquent. Et en certains pays, ça peut atteindre la moitié des naissances. Donc, il y a une vraie question autour de ça. Et il y a des associations épidémiologiques entre la naissance par voie de césarienne et puis le risque futur de pathologie. Donc, la question, c'est est-ce que ça passe par le microbiote? Et donc, il y a eu des essais assez étonnants sur le fait de mettre en contact les bébés nés par césarienne avec le microbiote vaginal et fécal des mamans. Donc, on fait sucer une petite compresse
au nourrisson qui est né par voie de césarienne. Et il a été montré qu'il y avait effectivement une restauration de la diversité microbienne intéressante. La question, c'est le devenir futur des enfants. En fait, il faut suffisamment de temps pour regarder ce qui se passe après. Donc, suffisamment de temps et donc de moyens. Il faudrait suivre 50 ans, 100 Exactement. ans. Enfin, c'est... Ouais. Et puis voir... Ouais, bien sûr. Ok. On a parlé de bactéries qui ont certaines fonctions. Ça sous-entend également qu'il y en a des bonnes et des mauvaises bactéries, ou non, en fait, elles ont toutes leurs fonctions, ou il y en a qu'il faudrait enlever, il y en a qu'il faudrait pas retrouver, et il y en a qu'il faudrait avoir en plus grande quantité. Comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est une question d'abondance. Bon, ce qui est assez clair, c'est que dans les maladies infectieuses, on a parlé tout à l'heure des listeria, ça c'est un exemple. Il y a des bactéries dites pathogènes ou certaines formes d'Escherichia coli qui sont ces bactéries qui vont donner des infections intestinales, par exemple. Bon, il y en a plein, mais celles-là, c'est des formes pathogènes. Là, ce dont on parle, c'est plus des bactéries dites commensales, c'est-à-dire des bactéries qui sont en nous, dans lesquelles, effectivement, certaines peuvent avoir... C'est une question de grands équilibres et de niches qu'elles vont prendre. Et justement d'un écosystème en lien avec nous. C'est pour ça que c'est compliqué. On va parler de certaines... Dans le domaine des maladies métaboliques, il y a des vedettes, bactéries. On va parler de ça, mais c'est compliqué parce que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel la bactérie est située. Donc c'est à la fois... Il n'y a pas des good guys et des bad guys. Globalement, oui, il peut y avoir des good guys et des bad guys, mais certains good guys, si elles sont pas dans un environnement correct, elles sont peut-être pas si bonnes que ça, et inversement. Ok. Qu'est-ce qui influence du coup cette diversité microbienne ? Alors ça a été regardé dans pas mal de différents types de populations. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un consensus quand même assez général, c'est que l'alimentation, c'est quand même un des facteurs les plus importants. La diversité de l'alimentation, certains types d'aliments, on a parlé tout à l'heure des fibres, ça fait partie des choses. Ça, c'est ce qu'elles aiment en priorité. Si on veut prendre soin de notre microbiote, il faut manger des fibres. Les fibres font partie, oui. Et donc, dans nos pays dits riches, oui, pays riches, on a une réduction de la consommation de fibres. Donc, ça fait partie quand même des choses bien admises. Et après, en fait, les facteurs de notre environnement globalement influencent notre microbiote. C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, nos modes alimentaires, l'activité physique, le stress, la prise de médicaments, les polluants, finalement, les facteurs vraiment liés à nos modes de vie. Si vous habitez près d'une forêt, ça peut influencer l'équilibre de votre microbiote. Si vous habitez près d'un champ dans lequel on utilise des pesticides, il est possible que ça influence non seulement les sols, les microbes des sols, mais aussi votre santé microbienne. Donc là, tu as dit plein de choses. Au niveau alimentation et fibres, est-ce que tu peux donner quelques conseils pratiques, justement ? Tu as dit que donc, les microbes, ils aimaient les fibres. Qu'est-ce qu'on peut manger pour avoir ces apports en fibres suffisants ? C'est assez classique dans les recommandations nutritionnelles aujourd'hui. Ça correspond à ce qu'on dit qu'il faut qu'on consomme environ 25-30 grammes de fibres par jour. Donc là, on parle de sucre complexe. Et on voit que tout le monde est en dessous. La grande majorité de la population est en dessous. Et en dessous, souvent en dessous de 20 grammes. Oui. Et on revient sur les modes de vie. En fait, ça aussi, c'est des études très, très célèbres. Je fais une petite digression, mais qui est en lien. Il y a eu des études très célèbres de comparaison de populations vivant encore dans un mode dit ancestral. Par exemple, certains Amérindiens ou des populations d'Afrique non dénutries qu'on va comparer à des populations, à une population américaine. Ça, il y a une grande étude très très célèbre dans ce domaine. Et en fait, ce qui est montré, c'est que si on regarde la richesse microbienne, dès l'âge de 3 ans chez les petits Américains, il y a une réduction de la richesse microbienne comparée aux enfants à parier, de même âge, du Malawi ou bien des populations d'Amazonie, par exemple. Et en fait, les populations d'Amazonie vont toujours avoir un microbiote plus riche et plus diversifié. Et une des raisons invoquées, c'est justement la consommation, alors là, pour les populations d'Amazonie, de racines, de fibres, de végétaux, de légumineuses, des légumes au sens large. Donc vraiment cet apport en fibres globales et aussi de diversité des fibres.
différents types également de. Alors, c'est quoi la diversité des fibres? Vous allez avoir dans certains végétaux, par exemple, les fibres qu'il y a dans la salade, qui sont plutôt des fibres solubles versus des fibres non solubles. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans la précision de la nutrition, ce qu'il faut retenir finalement, c'est à la fois la variété de l'alimentation. Alors, c'est quoi la variété? C'est quand vous mangez des pommes, il y a plein de pommes de variétés différentes. Il faut que ce soit assez varié et puis aussi diverses. Diverses, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de catégories d'aliments différentes. Donc vraiment, pas avoir un repas type où on mange du riz, du brocoli, un morceau de poulet et qu'on reproduit ça à chaque fois. Non. Et c'est un des problèmes dans les sociétés modernes, c'est l'appauvrissement de notre alimentation. Aussi parce que dans les filières, ce qu'on nous propose, il y a aussi un appauvrissement de ce qu'on nous propose. On sait qu'on a perdu certains types par exemple, de légumes ancestraux ou même de fruits où on a moins accès. Donc vraiment ça c'est quelque chose. On le propose moins parce qu'on l'achète moins, je suppose que. Parce qu'on l'achète moins ou parce que dans les circuits elle est moins proposée peut-être. Tout à fait. Du coup, on a dit l'alimentation très importante. Tu as parlé de l'activité physique. Le lien entre activité physique et microbiote, il saute pas aux yeux. Absolument, il saute pas aux yeux et pourtant, alors ce qui est difficile là pour le coup dans les études, c'est vraiment de séparer parce que souvent c'est des profils de comportement. C'est-à-dire on va avoir des gens très actifs et puis forcément ils ont un mode de consommation alimentaire qui peut être quand même différent de quelqu'un de très sédentaire par exemple. Donc faut arriver à on peut penser que quelqu'un qui fait de l'activité physique est peut-être plus soucieux de sa santé et donc fait plus attention va manger des fruits, des légumes. Etc. Donc c'est difficile d'avoir des études bien standardisées, bien conduites sur ces aspects-là. Mais par contre il y a quand même des études sévères, des études sérieuse chez des athlètes. J'en ai une en tête chez des rugbyman. Alors là, on est vraiment dans le sport. Hein. Là, on n'est pas dans l'activité physique, ce qui est assez différent. Où on voit des changements justement de diversité bactérienne. Et puis d'autres qui sont assez bien conduites, dans lesquelles on va avoir effectivement un effet propre de l'activité physique. Alors la question, c'est que c'est pas parce qu'on voit un changement microbien que l'activité physique va changer notre microbiote et donc ça va influencer notre santé. Ça pourrait être très bien que l'activité physique va influencer bénéfiquement notre santé. On sait très bien qu'une activité physique régulière va améliorer par exemple la sensibilité à l'insuline ou le risque de diabète. Et en fait, notre biologie peut influencer notre microbiote. Il faut toujours avoir en tête que c'est vraiment un dialogue, hein. C'est vraiment dans les deux directions, de l'environnement, du microbiote vers notre biologie et inversement. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Changements environnementaux, amélioration de notre biologie et action sur le microbiote. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus. Tu penses que c'est plutôt ça ou tu penses qu'il y a les deux? Il y a les deux. J'ai quand même des éléments pour penser qu'il y a les deux. Donc nous, au laboratoire, dans nos études, hein, alors ça s'appelle dans notre jargon des études de médiation. Je vais prendre un exemple relativement simple. On dit dans les études assez célèbres sur le passage au régime méditerranéen. Donc régime méditerranéen, on va augmenter la consommation de fibres notamment. On va manger beaucoup de polyphénol, on va prendre même un peu de vin rouge, on va réduire la consommation en viande rouge par exemple. Polyphénol, c'est des structures antioxydantes qu'on va retrouver dans les fruits, dans les légumes et dans le vin. Et dans le vin par exemple. Donc on va le café aussi, le thé, le café, même dans la bière. Hein. Il y a même des polyphénols dans la bière. Il y a de la levure dans la bière. Est-ce que c'est bon pour le microbiote? Ah oui, bien sûr. On parle de la fermentation. Ça fait partie effectivement des discussions. Donc si on reste sur le changement vers un régime méditerranéen, justement, alors ça, il y a plein d'études célèbres épidémiologiques qui montrent qu'on améliore les facteurs de risque cardiovasculaires, on réduit le risque de diabète, on améliore. Ça, c'est vraiment déterminé. Il y a une étude célèbre européenne qui s'appelle Predimed où on a bien montré l'amélioration du risque. Donc la question qui se pose, c'est que si vous mangez méditerranéen, là aussi on sait, vous allez changer votre microbiote. Mais la question, c'est quelle est la part du changement microbien qui explique l'amélioration de notre biologie. Bien sûr. Et donc, nous, on travaille là-dessus. Donc, il y a des collègues israéliens, par exemple, qui disent « Oui, en fait, c'est
entre 15 et 20% de l'amélioration de notre biologie qui dépend du microbiote. C'est pas 80%. Donc c'est ça qu'on explore, c'est vraiment ces interactions. Et on peut, je suppose, l'appliquer dans l'autre sens. Quand tout à l'heure, tu as pris les jeunes populations aux États-Unis, en Amérique, qui avaient un microbiote qui était plus pauvre. Bah du coup, bon, je pense que ça sous-entendait que les produits industriels appauvrissaient le microbiote. Mais de la même façon, on peut pas savoir si c'est ça directement ou peut-être les modifications de la biologie parce que ça a augmenté le taux de sucre dans le sang, etc., qui jouaient sur le microbiote. Je suppose que oui. Alors, ce qui est beaucoup discuté pour, par exemple, la petite enfance sur l'appauvrissement microbien. Donc, bien sûr, il y a les facteurs alimentaires qu'on a vus. L'utilisation des antibiotiques, c'est quand même une des sources les importantes. Également, c'est-à-dire que en particulier, il y a un collègue américain, c'est très connu, qui s'appelle Martin Blaser, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui travaille beaucoup sur la répétition des séquences d'antibiotiques chez les enfants de la petite enfance, étant une explication également de cet effondrement de la richesse des microbes très tôt, en fait. Ça, c'est un des éléments. Il y a l'enjeu également de l'allaitement, par exemple. Ça a été bien montré. Un enfant allaité va avoir plus de diversité microbienne par rapport à un enfant qui n'a pas été allaité. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Tu as parlé des antibiotiques chez les enfants. Et l'allaitement. Premièrement, donc les antibiotiques, ça veut dire que selon toi, il y a quand même une vraie réflexion à avoir chaque fois qu'on donne des antibiotiques à un enfant. Ça a été bien montré alors pareil, on passe toujours de cette transposition vers des données expérimentales. Il y a eu ce collègue américain Martin Blaser là, il a bien montré que chez des souriceaux à qui on donnait des antibiotiques très tôt vont avoir des perturbations du microbiote et de leur métabolisme, avec plus de risque de diabète, d'augmentation du poids, qui vont même être transmis aux générations suivantes. Donc ça, c'est encore dans nos modèles. Oui, transmis aux générations suivantes. Et donc la question, effectivement, chez l'enfant, il faut. Alors c'est subtil comme réflexion parce que oui, en fait, les antibiotiques nous ont quand même permis et nous permettent de lutter contre les infections. Mais l'hyperhygiénisme, ça c'est des observations qui ont été faites il y a déjà pas mal d'années, c'est-à-dire que un enfant qui met un objet à la bouche, c'est pas forcément grave. Faut le laisser mettre les cailloux à la bouche. Cailloux, je sais pas, mais il y a d'autres dangers. Mais non, s'il attrape quelque chose par terre, etc., faut laisser faire un enfant. C'est pas forcément grave. Donc il y a eu un enjeu. Donc il y a toute une réflexion autour sur le fait que effectivement, ces 60 dernières années, il y a eu une diminution des risques infectieux. Il y en a toujours, mais il y a eu une diminution avec une augmentation de la fréquence des maladies chroniques, qui peut être expliqué peut-être en partie par cet hyperhygiénisme. C'est-à-dire qu'on a altéré nos populations microbiennes. La première cause, elle viendrait pas d'un allongement de la durée de vie, tout simplement ? Par rapport aux pathologies ? Mais oui, chroniques. Par rapport à l'augmentation des pathologies chroniques ? Ouais, c'est pas la seule explication, parce qu'on va voir l'apparition de maladies auto-immunes qu'on avait moins avant, et ça c'est plutôt en fait dans la vie, l'apparition de phénomènes allergiques également. Les allergies, l'eczéma. Voilà, et donc ça c'est probablement pas expliqué que par l'allongement en fait effectivement de la durée de vie. Et t'as parlé de l'allaitement tout à l'heure. Il y a une différence entre, je sais pas, au tout début, on a le colostrum. Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer très longtemps l'allaitement ? Est-ce que ça change quelque chose ? Il en faut juste un peu et après ça suffit, ça permet d'avoir un bon microbiote. On a des données là-dessus ? Alors, avec précision, c'est pas tout à fait mon domaine, les enjeux pour la petite enfance, mais je pense que oui, il y a des données sur une durée d'allaitement raisonnable pour effectivement augmenter cette diversité du microbienne. Là, il faudrait poser plus la question vraiment aux gens qui s'intéressent justement à cette question des 1000 premiers jours de vie. Tu m'as dit donc tout à l'heure, il y a longtemps, que la nourriture influençait la diversité, l'activité physique, et tu m'as parlé également de tout l'aspect environnemental, des sols, de la pollution, et peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais voilà, est-ce qu'on peut développer ça ? Ce qui a bien été montré, alors là aussi, dans des études qui sont des études d'observation, c'est que finalement, beaucoup de composantes de notre environnement sont chacun des petits éléments
qui vont avoir des effets sur la variation de notre microbiote. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Donc, j'ai cité l'exemple vivre proche de la nature. Ça va sûrement avoir des modifications. Et inversement, vivre en ville, déconnecté de la terre, et voilà, c'est par exemple une des explications de l'allergie. Alors là, il y a pareil, il y a des travaux assez célèbres d'une étude qui s'appelle PATUR pour les allergies, où des enfants ont été suivis, des enfants vivant dans des fermes, comparés à des enfants qui de ville, qui n'ont jamais été en lien avec les animaux de la ferme, le foin, etc. Mais en fait, voilà, les enfants donc il y a des phénomènes de réponse allergique plus importants chez l'enfant des villes, et avec une hypothèse autour du changement microbien. D'accord. Justement par cette Donc le fait d'exposer un agent potentiellement allergène relativement tôt dans la vie permettrait de ne pas de désensibiliser la personne, ou qu'il n'y ait pas une sursensibilisation. En tout cas, de favoriser une réponse immunitaire plutôt favorable. Et dans lequel le microbiote, puisqu'on a parlé de l'importance du microbiote dans l'installation en fait de la maturation immunitaire, joue probablement un rôle important. D'accord. Tu parles également de la richesse des sols. Oui, alors là, c'est vraiment la question à poser. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, hein, qui serait sur la richesse des sols. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à ces aspects-là, à la fois sur la nutrition des sols. Alors, on sait que, nos sols en France, puis dans d'autres pays européens, ils sont assez lessivés. En France, point de vue, et puis ils sont particulièrement pollués aussi. Pollués d'un point de vue nutritionnel, hein, la nutrition des sols. En fait, les bactéries, elles jouent un rôle important dans tout ça. La nutrition des sols et donc les pratiques agricoles. On a eu des pratiques agricoles trop intensives qui ont appauvri les sols. Et donc, en fait, quand on réfléchit à ça, on arrive nécessairement à la question sol appauvri. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la qualité nutritionnelle des aliments et potentiellement sur la santé microbienne des gens qui peut-être manipulent. Les personnes les manipulent en fait éventuellement ces pesticides, ou bien sont à proximité. Donc c'est une vraie question. Et en fait ça c'est abordé aujourd'hui dans des programmes internationaux. Donc ça s'appelle santé globale. La santé globale, ça va de la santé de sol à la santé des plantes, des animaux et des hommes. Et donc, on fait partie de cet écosystème global. Et donc, quand on tire les fils, on se dit, on a des enjeux de diversité microbienne. Alors, pas que de la diversité, mais disons de composition, parce qu'on a beaucoup parlé de la richesse et de la diversité, mais aussi c'est un enjeu d'espèces microbiennes qui ont peut-être été perdues ou bien dont les rôles essentiels ont été altérés par exemple, différents types de pratiques agricoles. Donc ça, c'est une vraie question et c'est une question sensible. De la même façon qu'on voit malheureusement certaines espèces animales s'éteindre à l'échelle de la planète, tu penses qu'il y a potentiellement des bactéries qu'on est en train d'éradiquer de la planète Terre ? Dont on aurait besoin ? Je le pense pas. C'est probablement une réalité. On a perdu. Donc il y a des collègues internationaux dont le métier c'est d'essayer de garder ces souches bactériennes. Donc on a des frigos avec des petites bactéries. Et donc oui, parce que quand on parle de la réduction des espèces et de la perte de biodiversité, parce que c'est ça dont on parle. Effectivement, on raisonne souvent, on pense insectes, on pense mammifères, on pense les oiseaux, on pense à ça, mais on pense pas forcément aux bactéries. Et donc oui, ça fait partie d'une préoccupation qui est la réduction de cette grande diversité des espèces bactériennes. Et ça remet du sens, alors je sais pas s'il y en avait besoin, mais ça apporte en tout cas une dimension supplémentaire à cette notion d'écologie. Absolument. Où on se dit qu'il faut qu'on fasse attention à l'écologie, à notre planète, à recycler, etc. pour éviter le réchauffement climatique et pour sauver notre planète. Mais en fait, peut-être que aussi égoïstement, ou en tout cas c'est une autre dimension, c'est peut-être pour nous sauver nous. Bien sûr, et enfin, si on revient sur ce concept santé globale, hein, donc on a parlé des sols, j'ai oublié de citer les océans. Santé des sols, santé des océans, les enjeux de la salinisation ou du réchauffement des océans, ça altère aussi il y a un exemple simple, hein, c'est les coraux.
Il y a des gens qui travaillent sur les coraux, le blanchiment des coraux, notamment avec les changements climatiques, qui sont des espèces vivantes, en fait. Oui, les coraux. il meurt quand il devient blanc. Oui, c'est ça. Il ne reste plus que le squelette. Exactement. Et donc, les bactéries jouent un rôle très important là-dedans. Et il y a des enjeux, donc il y a des recherches sur ces questions-là. Donc on voit tout de suite la dimension effectivement des modifications du climat, des enjeux sur. Alors on parle l'extinction des espèces, mais aussi cet environnement microbien qui nous est extrêmement utile. Mais elles sont malignes, les bactéries, et comme je disais tout à l'heure, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous. Donc il faut préserver aussi cet écosystème bactérien, c'est absolument clé. Et je suppose que ce qui est problématique, c'est ce changement qui est rapide d'environnement, parce que on dit par exemple, tu vas me dire si je me trompe, mais que l'augmentation de l'obésité, etc., est notamment due à notre environnement qui a énormément changé en 1000-2000 ans, alors que notre génome est resté pratiquement le même, et donc on vivait dans un autre environnement avec une nourriture beaucoup plus rare, etc. Et là, je pense que peut-être ce qui est problématique, c'est la même chose, c'est que notre microbiote, du fait de toutes ces raisons, il change très rapidement, et on n'a pas forcément le temps de s'adapter à ce changement. Oui, il y a avec un du coup toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de notre santé. Il y a un changement microbien, ce qui a été. Alors, si on parle de l'obésité, là aussi c'est complexe parce que quand on essaie de comprendre le développement de l'obésité, on tire les fils, on arrive assez vite aux changements sociétaux, comme on vient de l'évoquer. Mais parce que finalement, le développement de l'obésité et la chronicisation de la maladie, c'est aussi des maladies des organes. Du tissu graisseux, du foie, du muscle, et de la façon dont il se parle. Un peu là-dedans, des relations entre toutes ces pathologies métaboliques, et peut-être d'autres pathologies, j'en sais rien, tu vas me dire. Et le microbiote, est-ce que c'est l'œuf, est-ce que c'est la poule? Moi je trouve que voilà, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, que c'est très prometteur. Moi, d'un point de vue extérieur, le prends pas mal. J'ai l'impression que malgré tout, ça mène pour le moment pas très loin. Parce que c'est une recherche récente finalement à l'échelle de effectivement des progrès dans la compréhension des maladies. C'est 25 ans environ, et donc c'est vrai que ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs en disant voilà. On va pas expliquer toutes les pathologies par des changements microbiens. On est pour les pathologies chroniques, on est de toute façon, on pourrait faire le même constat. On est dans des aspects multifactoriels, vraiment. Donc, changement de notre environnement, de notre alimentation, de notre mode de vie, avec un impact sur ces différentes pathologies. Et ça rejoint notre discussion précédente, qui est quelle est la part du microbien dans ces pathologies. Donc, c'est vraiment une interaction entre les deux. Cet homme microbien là, qui est sur lequel, et donc on peut pas incriminer uniquement le microbiote. Alors, œuf ou la poule, ça rejoint également notre point de tout à l'heure chez les souris. Parce que dans ce cas-là, pour le coup, quand on transfère du microbiote et qu'on induit une obésité chez un animal, on peut se dire, là, oui, le microbiote, il est causal. Bien sûr. Mais après, quand on va vers l'homme, on s'aperçoit que c'est plus compliqué que ça. Et il y a eu même des expériences chez des personnes en situation d'obésité dans lesquelles on pouvait transférer du microbiote en recherche, j'insiste, on pouvait transférer du microbiote de personnes qui n'ont pas d'obésité. Eh bien, en fait, ça marche pas très bien. Parce qu'on aurait pu imaginer, on a une solution, on transfère du microbiote. On a envie de faire ça tout de suite. On a une réduction du poids. Et c'est là, on voit que c'est bien plus compliqué que ça. Donc, moi, en tant que médecin-chercheur, je me dis c'est plutôt un phénomène qui est impliqué dans la chronicicisation de la maladie, au travers, par exemple, de l'inflammation, ou bien de changement de la sensibilité à l'insuline. Ça fait partie en fait des hypothèses. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que cette résistance à l'insuline ou cette sensibilité à l'insuline, et est-ce que tu sais, ou est-ce qu'on sait pourquoi justement le microbiote pourrait avoir une influence dessus? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors déjà, la sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas, et elle aide à faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc ça, c'est Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend du poids? Le pancréas, il va fonctionner beaucoup, il va fabriquer plein d'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules pour pas avoir de diabète.
Parce que le diabète, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Parce que ce taux de sucre élevé dans le sang, il est très mauvais pour l'organisme. Et il est très mauvais pour l'organisme. Sortir le sucre du sang. Il faut le faire rentrer dans les cellules et donc le faire sortir du sang. Et donc, le point, c'est que la résistance à l'insuline, c'est un phénomène biologique dans lequel on n'arrive plus à faire rentrer le sucre dans les cellules. Et donc, ça s'appelle la résistance à l'insuline. Et ça, c'est un point important parce que si on devient résistant aux effets de l'insuline, le sucre, il reste dans le sang et donc on devient diabétique. Et on peut avoir aussi, ça est associé à d'autres pathologies comme des pathologies cardiovasculaires, parce que le diabète, effectivement, est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires ou de maladies même neurodégénératives, par exemple. Et donc, ce qui a été montré, c'est que le microbiote, par des petites molécules qu'il fabrique, ces fameux métabolites, peut contribuer à la résistance à l'insuline. Alors, on a parlé tout à l'heure des acides gras à chaîne courte. Pour la faire simple, c'est un peu compliqué, mais quand on est en situation de diabète ou même d'obésité, on fabrique moins de certains acides gras à chaîne courte. Et ça peut favoriser la résistance à l'insuline. Mais pas que, il y en a plein d'autres. En fait, il faut retenir qu'il y a plein d'autres molécules. Là, dans le cadre d'un projet européen dans lequel je suis coordonnée au niveau de l'Europe avec pas mal d'équipes en Europe, on a recruté 2000 personnes à différents stades de leur maladie. C'est-à-dire des gens qui avaient pas de problème de santé particulier, des gens qui étaient en situation d'obésité, des gens qui avaient du diabète et des gens qui avaient des maladies cardiovasculaires. Et en fait, on a identifié une petite molécule qui s'appelle imidazole propionate. Voilà, c'est un petit métabolite, je le répète, imidazole propionate, mais il y en a plein. Mais celui-là, on a vu qu'il était associé justement à la résistance à l'insuline. Et même à des complications, même à l'insuffisance cardiaque. Au tout début, tu as dit qu'il y a eu une grande révolution, ça a été le séquençage de l'ADN. Je ne sais plus quel terme tu as utilisé, parce qu'après, ça a permis justement d'appliquer la même technique aux bactéries pour connaître ces bactéries. Du coup, moi, d'un point de vue très naïf, je me dis, on devrait tout connaître des bactéries si on a réussi à les séquencer, à les individualiser, à les étudier. Donc, en fait, on devrait tout connaître du microbiote. Pourquoi est-ce que si on connaît toutes les petites perles, on n'arrive pas à voir l'image d'ensemble du collier ? Parce que c'est complexe. Même le génome humain, aujourd'hui, on a les pages du génome humain. Si on prend, on pourrait dire c'est une version simplifiée alors que c'est déjà très compliqué. Mais effectivement, là, c'est la révolution des années 90. Ça a été le séquençage du génome humain. Alors, on prend toujours cette analogie des lettres et des pages d'un livre pour lire le génome humain. Mais en fait, c'est pas parce qu'on connaît un gène qu'on connaît tout. Et notamment dans les maladies. On a cru que parce qu'on avait le séquençage du génome humain... Ça, on l'a vraiment cru, ça a été une grande désillusion. Bien sûr. On a cru qu'en connaissant les gènes des pathologies, on allait pouvoir même prédire les pathologies. Et on sait que c'est bien plus compliqué que ça. Et parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. C'est la lettre dans un livre, la lettre, elle est changée à telle page du livre, etc. Et donc, ces techniques, elles ont été transposées effectivement au séquençage des bactéries. Mais là, on a plein de populations. Donc, il y a des enjeux, c'est des bouleversements technologiques, tout ça. Il y a des enjeux de comment à partir de séquençage des gènes, comment on retrouve les bactéries. On a plein d'inconnus. On a certainement des espèces nouvelles, entre guillemets, pas de nom. On ne sait pas encore. Donc, c'est vraiment une science en marche, là, aujourd'hui. Et ça mettra du temps pour connaître tout ce panorama. Mais il y a une progression énorme. Il y a ce qu'on appelle des catalogues de gènes. Et c'est des millions de gènes identifiés depuis 15... Oui, c'est colossal comme données à traiter. Ouais. D'où l'enjeu effectivement du traitement des données. Mais c'est assez... aujourd'hui, par des techniques modernes, notamment de l'intelligence artificielle, puisqu'on en parle beaucoup, ça fournit des outils, en fait, pour traiter ces données aussi. On a parlé du coup du lien entre le microbiote et la sensibilité à l'insuline et la résistance à l'insuline.
C'est la même chose avec la plupart des maladies du syndrome métabolique. C'est ça, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'on retrouve des modifications du microbiote chez des gens qui sont en surpoids, chez des gens qui ont du cholestérol, qui ont du diabète. Alors, je citais tout à l'heure l'exemple du projet européen qui s'appelle Métacardis, que j'avais coordonné il y a quelques années, où effectivement, on avait ces personnes à différents stades de leur maladie. Donc, des gens qui étaient au début de la pathologie, puis des gens qui étaient à un stade plus grave. Et on s'est aperçu que très tôt, quand on comparait les groupes, très tôt, on voyait des signatures d'altération des microbiennes. C'est-à-dire, et surtout cette fameuse perte de richesse, non seulement de la richesse, mais aussi de la composition. Très tôt, ça veut dire avant l'apparition des du changement biologique? Au stade du surpoids ou bien du syndrome métabolique. Avant qu'on ait vraiment un diabète avéré ou une maladie cardiovasculaire. Cette signature, elles sont assez précoces. Et donc, c'est à la fois cette perte de richesse et de diversité bactérienne et aussi des changements dans la composition. Et on parlait, tout à l'heure, tu me posais la question, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Ben oui, on a vu qu'il y avait les balances, alors bonnes ou mauvaises, mais en tout cas des balances entre les groupes bactériens étaient modifiées et étaient changées et étaient associés à des variables, des paramètres métaboliques, comme la glycémie, comme le taux de triglycérides, comme le taux de cholestérol, ou bien des molécules de l'inflammation. C'est quelque chose d'assez précoce dans ce qu'on a vu. Et donc, on pourrait pas s'en servir comme diagnostic précoce pour anticiper? Donc, c'est tout l'enjeu. C'est un des enjeux diagnostiques aujourd'hui. La difficulté, c'est que et là aussi, c'est de la science en marche. C'est-à-dire que globalement, on peut pas non plus séparer une mesure potentielle de la personne. Qu'est-ce qu'elle est? Donc, en fait, on a parlé de facteurs environnementaux. Donc, tout ça, c'est des profils de personnes dans leur environnement. Donc, la question qui est posée au niveau médical, là, pour le coup, c'est quelle est la valeur ajoutée d'avoir un test microbien? Donc moi, mon avis, qu'est-ce qu'on en fait derrière en clinique? Qu'est-ce qu'on en fait derrière en clinique? Et donc, quel est le gain pour la clinique? Et donc, quel est le gain d'avoir une signature microbienne pour la clinique? En fait, on est encore au début quand tu disais, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on en a parlé beaucoup. Bah oui, mais c'est une science jeune. Moi, j'ai l'impression que c'est très prometteur. Voilà, on a beaucoup de travail pour définir à la fois l'utilité de tests diagnostiques, comment on les incorpore dans notre prise en charge clinique. Alors, moi, ma spécialité, c'est prendre en charge des personnes en situation d'obésité, donc en fait, qui est extrêmement complexe en nutrition. Donc, comment ça peut nous servir? Même à titre pédagogique, par exemple, pour un patient. Mais dans ce cas-là, il faut des tests bien conduits, validés, faits dans les règles de l'art. C'est quoi l'intérêt pédagogique? Ça serait de dire à la personne, par exemple, expliquer à une personne que vous mangez pas assez de fibres, la preuve, c'est parce que vous avez pas regardez, peut-être. Alors là, c'est complètement empirique, ce que je raconte, mais regardez, il y a une perte de diversité microbienne. Peut-être que ça peut donner des éléments biologiques pour dire, peut-être si vous diversifiez plus votre alimentation, ça peut aider. Donc nous, on est en train d'essayer d'aller dans cette direction. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments pour dire. Ça, c'est encore une fois la science en marche. On n'a pas d'éléments pour dire vraiment si on fait ce test-là, je vais vraiment vous rendre service. Pourtant, aujourd'hui, on peut aller dans certains endroits et faire une analyse de son microbiote contre X euros. Je sais pas, ça coûte cher. Donc 300, 400 euros, par exemple. Ah oui, donc toi, tu nous dis que ça sert à rien. Moi, je dis que... Alors, je serai un peu plus modulée, mais parce que demain, ça pourrait servir assez vite, mais il faut le démontrer. Et donc, si c'est complètement sorti du contexte de la personne, oui, j'ai des doutes sur l'utilité. Donc, je serai un peu plus... voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vendu comment? Parce que je suppose qu'il y a une finalité. C'est laboratoire, on va vous rendre des résultats sur l'abondance de certaines espèces, sur la richesse. Mais voire même vous donner... La question, c'est on en fait quoi? Et donc, moi, je dis que peut-être on pourrait intégrer cette connaissance. Et on est en train de d'ailleurs, on est en train de le faire avec un projet qui est soutenu par la Banque populaire d'investissement, dans les cadres des financements de France 2030, où on est en train d'essayer de voir si, quand on incorpore cette connaissance, est-ce que c'est utile? Mais aujourd'hui, il faut des données tangibles de preuve sur l'utilité.
Donc, allez voir son gastro-entérologue avec son analyse de microbiote. Alors là, ça n'a pas d'intérêt. Les gastro-entérologues, les collègues des sociétés savantes de gastro-entérologie, eux, ils sont même radicaux. Eux, leur message aujourd'hui, c'est ça n'a pas d'intérêt. Moi, je serais un peu plus modulée en étant plus orientée sur la nutrition. Je dis, il nous faut des éléments. Peut-être demain, on aura. J'espère, mais bien sûr, il faut des études cliniques bien conduites avec des personnes qui sont d'accord pour participer aussi à la recherche pour essayer de répondre à cette question. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est une star, une petite bactérie qui s'appelle Akkermansia mucinifila. J'ai regardé mes fiches parce que sinon, je m'en serais pas sorti. Parle-nous un petit peu de cette bactérie. Alors, effectivement, ce qui est amusant, tu dis Akkermansia mucinifila. C'est vrai qu'en microbiologie, moi, je venais pas de la microbiologie, mais il faut s'entraîner à prononcer les noms. Donc, il y a Akkermansia mucinifila. Il y en a une autre qui s'appelle Faecalibacterium prognisdi. Il y en a une autre qui s'appelle Dysosmobacter welbionis. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a tout un aspect méthodologique suivant les familles, etc. Non, le nom doit vouloir dire certaines en fait, c'est effectivement l'appartenance à des familles bactériennes, pour faire simple. Et d'ailleurs, la nomenclature, l'attribution des noms a changé récemment, donc il faut se réentraîner à les prononcer. Tout réapprendre. Mais globalement, oui, bien sûr, Akkermansia mucinifila, c'est une des bactéries qui a été isolée du microbiote intestinal. En particulier, il y a un collègue belge très connu qui s'appelle Patrice Cany qui a contribué à isoler cette bactérie, et surtout à regarder l'effet de cette bactérie sur l'amélioration métabolique. Alors, il a des données très convaincantes chez les souris, où quand on la donne, donc d'abord il faut l'isoler, après la cultiver et la donner aux animaux. Donc en fait, quand on la donne aux animaux, les animaux améliorent leur barrière intestinale, améliorent leur diabète, améliorent leur inflammation. Si on a induit le foie gras chez la souris, elles vont améliorer leur foie. Donc après, la question, c'est le passage à l'homme. Magique, ouais. Donc il y a quelques bactéries stars comme ça. Et donc là, on va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on veut passer à l'homme, c'est là où on rentre dans la complexité. Donc il y a des premiers essais qui ont été réalisés par cette même équipe qui montrent que si on prend de la Akkermansia mucinifila, finalement, il n'y a pas de danger sur un test court pour la santé. C'est déjà intéressant. Et puis, qu'il pourrait y avoir des effets favorables. Alors, peut-être pas tellement sur la réduction du poids, mais plus sur justement les paramètres métaboliques comme la glycémie ou le taux de cholestérol. Mais aujourd'hui, donc avec quelques données d'intérêt. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut des grands essais bien conduits versus placebo pour regarder les effets tangibles. Et en fait, dans ces bactéries stars là, on manque un peu de ces données. On manque un peu de ces données solides d'un point de vue études d'investigation, parce que c'est aussi coûteux, donc d'investigation plus long terme. Donc là aussi, c'est encore la science aux marches. A priori, d'ici 5 ans, on devrait les avoir. Faut que je dise un chiffre d'heure. 5 ans, 10 ans. Alors chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, on dit dans 5 ans on aura. Oui, en fait, c'est un peu ça. Et la question, c'est aussi les combinaisons. C'est qu'on peut imaginer que Akkermansia, c'en est une, mais j'en citais d'autres. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on appelle des consortiums de bactéries ? Il y a peut-être besoin d'une autre bactérie de son copain pour bien fonctionner. On a parlé des fonctions bactériennes qui étaient complémentaires. Donc peut-être qu'on peut imaginer que demain, on aura des bactéries avec des fonctions complémentaires qui pourront nous rendre service en fait pour la santé. La question c'est la taille, ce qu'on appelle la taille de l'effet, c'est-à-dire en quoi l'utilisation de ce consortium va avoir vraiment un effet significatif sur l'amélioration d'une variable. Si ça améliore de 0,0001% ou de 10%, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et probablement, si on fait cette démonstration-là, je pense que dans les maladies chroniques, il faut à la fois des actions, à la fois venant du microbien, mais aussi sur l'hôte. C'est-à-dire c'est exactement ce que j'allais te dire. J'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, que toi tu vois ça comme un outil de plus. J'ai l'impression cette intervention au niveau du microbiote pour jouer sur les maladies métaboliques. Tout ne passera pas par là, mais que c'est peut-être justement une corde de plus qui vient s'ajouter à l'arsenal thérapeutique. Oui, on a une étude actuellement qui est une autre étude européenne qui s'appelle Nutrimune, qui adresse exactement cette question, qui est de dire chez des personnes en situation
situation d'obésité et de maladie métabolique de diabète, on a un risque immunitaire, on l'a bien vu dans le Covid, la fragilité des personnes qui étaient en situation d'obésité ou de diabète dans la réponse lorsqu'il y a eu le Covid. Et donc, dans ce projet, en fait, on se dit, il y a l'alimentation joue un rôle important. Tout ce dont on a parlé, la diversité alimentaire, peut nous aider dans notre réponse immunitaire. Eh bien, en quoi les microbes peuvent aussi relayer cette information qui viennent de l'alimentation. Et donc, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est de dire que probablement, ce sera pas la réponse microbienne. On va pas modifier le microbiote d'une personne et lui enlever son diabète de type 2. Voilà, exactement. Mais peut-être que si on combine un traitement et pourquoi je dis ça? Parce que on sait très bien que en fonction de notre biologie, on va répondre différemment aux médicaments. Donc on est plutôt dans cette réflexion de traitement, alors pareil dans notre jargon on dit adjuvant ou complémentaire à une réponse à un médicament pour le traitement. Et puis après il y a l'enjeu de la prévention. Est-ce que demain on peut imaginer effectivement avoir des actions préventives en agissant sur le microbiote? Mais tout ça ce sont des questions scientifiques complètement ouvertes. Ouais, c'est énorme, je suppose. Il y a quelque chose qui paraît être en lien, c'est le microbiote buccal au niveau de la bouche, parce que par le trajet des aliments, on se doute qu'il y a sûrement un lien, enfin tu vas me dire, entre le microbiote buccal et le microbiote intestinal. Parle-nous un petit peu du microbiote buccal, et justement, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, il y a plusieurs choses. Quand on parle du microbiote buccal, il y a un élément là-dedans qui est, alors je suis sûre, tu as déjà entendu parler de la parodontite, qui est l'inflammation alors c'est d'abord très fréquent, et ça a été montré au niveau épidémiologique comme étant un facteur de risque de maladie. Donc diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. Alors il y a un collègue... Donc c'est l'inflammation des gencives. Ouais, c'est une inflammation des gencives. Et en fait, on peut avoir des poches dans les dents dans lesquelles il y a des bactéries. Donc et ça, et donc il y a des collègues qui vont aller regarder dans ces poches les bactéries. Et donc il y a un collègue qui est actuellement à l'île de la Réunion qui avait montré il y a quelques années que on pouvait retrouver des bactéries dans ces poches dentaires, donc parodontaires, effectivement dans la plaque d'athérome. D'accord. Donc, les vaisseaux, oui, on peut avoir des dépôts de graisse des dépôts de graisse et également des éléments bactériens. Et donc, c'est là où on a commencé à avoir un lien entre cette inflammation, cette fameuse parodontite, cette inflammation bactérienne et les maladies du cœur et du métabolisme. Donc là, il y a une recherche assez active pour identifier les origines bactériennes. Alors le grand message, c'est la santé buccale, elle est très importante, et si vous avez une parodontite, faut soigner votre parodontite. Donc là, on parle de la santé. Donc ça, c'est la santé buccale, et dans ces fameuses poches où il peut y avoir des dépôts bactériens qui vont proliférer, qui vont abîmer nos dents, mais qui peuvent aussi altérer notre santé. Et ensuite, il y a la salive, finalement l'environnement buccal global, dans lequel, là aussi, il y a un écosystème, puisque effectivement les aliments passent et ça peut se modifier. Et là, il y a une recherche aussi là-dedans, sur regarder, parce qu'on peut se dire, peut-être que c'est plus facile de récupérer de la salive que des sels. Et donc cette recherche, elle est en marche aussi, pour essayer de retrouver des changements. Donc nous, on a fait une étude récemment, et puis on va continuer en fait par une autre étude. On a profité de situations cliniques qui sont des personnes qui vont faire une endoscopie parce qu'ils ont un peu mal à l'estomac, donc une fibroscopie pour regarder. Et on a pu regarder à la fois, on avait prélevé avant la salive, puis on avait prélevé ce qu'on appelle le liquide de l'intestin, mais donc c'est soit la partie haute de l'intestin. Et on a vu que il y avait des relations assez fortes entre les bactéries de la bouche. Alors là, on n'est pas dans la parodontite, on est vraiment bien dans la salive, et la partie haute de l'intestin. Or, la partie haute de l'intestin, qu'est-ce que c'est? C'est quand même la zone la plus importante de l'absorption des aliments. D'accord. Et donc, dans un autre projet qu'on est en train de mener, on va récupérer les microbes de la partie haute de l'intestin pour regarder justement, encore une fois, la connexion avec les maladies
que l'inflammation et les maladies métaboliques. Parce que, en fait, quand on regarde le microbiote des selles, on est vraiment distal. Là, on est dans des processus. Oui, on est beaucoup plus loin dans l'intestin. On est beaucoup plus loin dans l'intestin. Et donc, on pourrait penser, je pense même pas qu'on le pense, on en est sûr, la composition et la population du microbiote intestinal n'est pas la même au début, au milieu et à la fin de l'intestin. Pourquoi c'est pas la même? Parce que l'acidité est pas la même, parce que l'oxygénation n'est pas la même, parce que le mouvement intestinal n'est pas la même. La partie basse de l'intestin, finalement, c'est plus la fermentation avec les fibres et cette fermentation qui va effectivement produire ces fameuses petites molécules, là, les métabolites dont on a parlé tout à l'heure, qui vont agir sur notre santé. Mais la partie haute, ça reste encore un domaine à explorer. Mais c'est plus difficile, forcément. Ce que je veux dire, c'est simplement parce que c'est plus dur à explorer. Oui, c'est une des raisons, bien sûr. C'est plus dur à explorer. Donc là, dans un autre projet qu'on va conduire, lors de la fibroscopie, alors c'est un peu invasif, on va aller chercher à aspirer le fluide jejunal, mais en fait, on peut tirer parti des situations cliniques, bien sûr, dans ces études cliniques bien conduites, avec tout le réglementaire qu'il faut. Donc quand il y a des gens qui ont besoin d'un geste médical sur cette zone-là, vous en profitez pour faire un prélèvement. Évidemment, s'ils sont d'accord. Et par contre, il y a des développements aujourd'hui de petites capsules qu'on peut aller avaler et qui vont capturer des bactéries au long de l'intestin. Donc ça, c'est aussi un développement technologique. Et qu'on récupère dans les selles et qu'on peut récupérer dans les selles. Donc il y a une publication dans le journal Nature il y a 2 ans qui a montré ça, et avec effectivement montrant la capacité de récupérer des bactéries le long de l'intestin. C'est assez fabuleux. Juste une petite précision, du coup, si on revient au niveau du microbiote buccal, le fait de se brosser les dents, parce que, je sais pas, moi, naïvement, quand j'ai préparé cette question, je me suis dit, mais forcément, ça a une incidence. Oui, bien sûr. Est-ce que si on se brosse trop les dents, on tue les bactéries, ou au contraire, s'il y a des restes de nourriture et qu'on se lave pas les dents, c'est mauvais pour les bactéries? Je me suis demandé quelle incidence. Mauvais ou bon, je sais pas, mais en tout cas, nous, quand on a fait cette étude dont je parlais, on a récupéré la salive des personnes, on leur disait justement de pas se brosser les dents, pour pouvoir récupérer vraiment l'environnement, parce que probablement on nettoie. Maintenant, le type de brossage, l'impact, les types de dentifrice, etc. Alors il y a des gens vraiment qui travaillent là-dessus, mais ça c'est pas ma spécialité. Je pourrais pas. On est très tôt dans la recherche. Et voilà, c'est ça. Et donc, puis il y a des enjeux. C'est tout bête, mais il y a des enjeux techniques pour tout ce dont on a parlé. Faut quand même avoir en tête que la façon dont on prélève, la façon dont on va explorer les bactéries, les caractéristiques des personnes, tout ça, ça va jouer un rôle. Donc, c'est énorme comme complexité. Oui. C'est pour ça qu'il faut mener ces études solides, bien conduites, avec une approche scientifique. Concrètement, aujourd'hui, à la lumière actuelle de la science, si on veut prendre soin de son microbiote intestinal, on fait quoi? On a déjà abordé pas mal dessus la question, parce que finalement, on a abordé le fait. Très simplement. Et c'est très simplement sur les recommandations, c'est-à-dire manger varié, manger divers et pas pauvre, et changer bouger. ses menus tout le temps. Avoir une diversité de l'alimentation. Je pense que ça et une alimentation peut-être probablement en limitant. On n'a pas vraiment abordé la question, mais des aliments transformés, parce que ça a été montré. Les édulcorants, justement. Alors, à la fois l'alimentation ultra transformée, ça c'est un facteur qui va avoir un impact sur la réduction de la richesse bactérienne et même de la barrière intestinale. C'est un point important. Les édulcorants, ça a été... Alors, il y a des études, pareil, très célèbres qui montrent que, bien sûr, les édulcorants, certains types d'édulcorants ont des effets sur le microbiote. D'ailleurs, qu'on peut ensuite retransférer, comme quand on fait un transfert chez l'animal, on peut récapituler les effets. Donc voilà, dans la mesure du possible, manger divers, éviter l'ultra-transformation, éviter la chimie, parce que finalement, les édulcorants, c'est de la chimie. Tout ça, ça a été montré comme en ayant un rôle sur la diversité microbienne. Et finalement, on va retomber sur les recommandations du programme national nutrition santé, c'est-à-dire manger divers, avoir de l'activité physique. On revient sur ces questions-là. C'est quelque part ce qui est rassurant, c'est quel que soit un peu le problème, finalement, on a quand même souvent les mêmes solutions. Éviter les médicaments, je pense on a parlé des 1000 premiers jours, mais même à l'âge adulte, non? Les médicaments, bien sûr, les prises d'antibiotiques, les anti-inflammatoires, je sais pas, dis-moi. Là aussi, en fait,
Enfin, éviter en excès, bien sûr, quand on en a besoin, voilà. Il faut les prendre. Quand on en a besoin, dans les maladies chroniques, on a besoin pour soigner ces pathologies. Ça a été quand même un grand progrès dans les développements. Mais effectivement, ce qui est potentiellement, alors, et là aussi, on rejoint le bon sens, finalement, l'antibiothérapie, il y a eu beaucoup de discussions. On sait que ça a un effet, effectivement, qui est pas fort bénéfique, hein, sur le microbiote. Après, on est résilient, c'est-à-dire qu'on peut altérer le microbiote. Le problème, c'est la répétition de l'altération. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on arrête, on revient assez vite à notre point de départ. Et puis, un autre point qui est le développement. On a parlé de l'alimentation. En fonction de notre équipement microbien, on va répondre différemment à l'alimentation. Comme on l'a dit, c'est pareil pour les médicaments. Donc, il y a beaucoup de facteurs tout ce qu'on vient de dire, c'est un peu du bon sens et dans les recommandations nutritionnelles. Et voilà. Je peux pas te laisser partir sans te demander un petit peu de nous expliquer ce que c'est que les pros et les post-biotiques. Et justement, à l'heure actuelle, on en fait quoi de tout ça? Là aussi, alors, on a cité tout à l'heure les espèces bactériennes vedettes. D'accord? Donc, là, on est sur, quand on parlait des probiotiques. Donc, les probiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est dans la définition, classique, c'est bactéries vivantes ayant des effets bénéfiques pour la santé. Ça, c'est un probiotique. Donc, on prend une petite gélule avec des bactéries. Donc, on prend une petite gélule avec des bactéries, avec des mélanges de bactéries. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on avait des probiotiques qui étaient proposés, qui étaient finalement essentiellement des lactobacilles et ce qu'on appelle les bifidobactéries. Donc ça, c'est des compositions bactériennes. Toute la difficulté sur les effets bénéfiques rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est difficile d'avoir des études scientifiques bien conduites pour avoir une preuve d'effet. Donc toi, tu dis, je sais pas. Moi, je dis, je suis pas dogmatique. Je dis, regardons, mais je dis aujourd'hui, si je regarde la science, je dis, je sais pas. Ou alors, je sais un peu. C'est-à-dire que quand on fait des études où on combine toutes les études des grandes revues, on voit quand même des petits effets bénéfiques sur la santé métabolique, mais petits. Ils ont des effets. Et plus on a de bactéries dans ces gélules, mieux c'est. En gros, c'est ça l'état de la science aujourd'hui. Et puis, pour les bactéries, donc les probiotiques qui viendraient de l'intestin, donc issus comme Akkermansia mucinifila ou d'autres. Donc ça, c'est les probiotiques finalement on pourrait dire de nouvelle génération. Les nouveaux probiotiques, là il faut des preuves. Et demain des combinaisons. Donc ça, c'est les probiotiques. Les prébiotiques, c'est des composés. Alors on a cité typiquement les fibres. C'est des composés qui vont alimenter les bactéries et qui peuvent aussi avoir des effets sur la santé. Donc l'exemple typique, ce sont les fibres. Donc ça, c'est manger des légumineuses, ou manger des légumineuses, ou bien des produits fermentés dans lesquels. Je vais te demander. Alors dans les fibres, alors là, il peut y avoir les deux, parce qu'il peut y avoir à la fois des fibres, combinaisons prébiotiques, mais aussi des probiotiques venant de l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait travailler les bactéries en fait. Donc c'est plutôt bon de manger de la choucroute, du kéfir et des yaourts pour notre microbiote. Oui, c'est intéressant. Mais de la même façon, c'est intéressant. Est-ce que ça va soigner notre diabète? On n'ira pas jusque-là. On n'ira pas. Mais dans les enjeux de prévention, là, on est dans la problématique des produits fermentés et de l'amélioration métabolique. Après, si tu me demandes, est-ce qu'il y a des études larges, très bien conduites, scientifiquement non discutables, sur lesquelles, je serais moins à l'aise, quoi. On est plutôt sur des profils de consommation, d'observation. Mais toi, à titre personnel, par exemple, tu consommes un petit peu d'aliments fermentés. D'aliments fermentés. Ouais. Absolument. Et il y a des collègues au Musée de l'Homme qui développent des produits type kombucha fermentés sur lesquels ils sont en train de regarder les effets sur la santé, par exemple. Donc là, oui, il y a des développements. Donc c'est prébiotique. Alors non, aliments fermentés, on donne des bactéries vivantes. Donc voilà. Mais ça peut être combiné à des fibres. Donc là, prébiotique, c'est finalement des aliments inertes. Ouais, mais il y a les deux. Il y a les fibres et les voilà. Et puis les postbiotiques. Alors dans ce cas-là, ce sont des composés qui peuvent venir, par exemple, des membranes bactériennes. Alors l'histoire d'Akkermansia mucinifila, là pour le coup, elle est intéressante parce que la bactérie morte, elle a aussi des effets bénéfiques. Ok.
Et donc là, on pourrait se dire, ah bah ouais, mais c'est pas un probiotique, parce qu'en fait, probiotique, c'est bactéries vivantes ayant des effets sur la santé. Et donc, ce qui a été montré par les collègues belges, là, c'est que il y a des composés de la membrane bactérienne qu'on peut extraire, qui sont des petites protéines, qui peuvent récapituler les effets bénéfiques. Et là, finalement, il y a presque un pas vers le développement d'un nouveau médicament. Donc en fait, encore une fois, toute cette science, elle est en mouvement. Comme champ. Ouais, elle est en mouvement. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose ? Alors, je crois que j'ai insisté pas mal sur les études qu'on mène dans le domaine des relations entre alimentation, mode de vie, microbiote et santé, notamment l'inflammation et la santé à la fois métabolique, l'inflammation et la réponse immunitaire. Donc, on a plusieurs programmes en cours dans lesquels on regarde à l'échelle de population, mais aussi lors d'interventions nutritionnelles. Et on en a une actuellement qui s'appelle Pineapple en anglais, comme ananas. Et donc, sur le site web, vous pouvez. Voilà. Donc, on cherche des volontaires. Bon, donc en fait, il y a deux modes. Il y a à la fois des volontaires pour faire de l'observation, mais aussi il y a des consultations de nutrition dans lesquelles on propose aux patients, là pour le coup, de participer également à la recherche. Donc on est donc en fait c'est la science participative. En fait, les personnes sont bienvenues pour participer à cette étude Pineapple pour lequel on a besoin de volontaires. Et faire avancer la recherche ensemble. Oui, et faire la science participative, c'est ça, c'est vraiment participer à cette recherche, à la fois à titre d'observation. Alors c'est relativement simple, on demande aux personnes de remplir des questionnaires, il y a un bilan de santé, et puis faire un don de sel. Donc voilà. Et puis à venir, on va avoir d'autres études où on va proposer également de moduler son alimentation pour regarder les changements individuels. D'accord. Je propose qu'on finisse avec les 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Toi, si tu devais donner un seul conseil à tous tes patients, pour être en meilleure santé, lequel choisirais-tu ? Je pense que ce qu'on a dit sur les enjeux de la diversité alimentaire, essayer de là aussi c'est du bon sens, quoi. Retrouver la base de préparer ses aliments, avoir une diversité de l'alimentation, retrouver les rythmes des repas. C'est des conseils relativement simples de bon sens. Tu vas pas aimer ce que je vais dire. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il faut éviter de manger le même aliment plus de 1 ou 2 fois par semaine ? On pourrait mettre un peu quelque chose comme ça ? Moi, je pense que c'est compliqué de dire ça parce que les personnes ont leurs habitudes, il y a des enjeux culturels, il y a ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. D'ailleurs, il y a des outils qui se développent aujourd'hui pour justement essayer de donner des conseils adaptés en fonction de. Donc, je crois que manger divers, se faire plaisir, être dans une ambiance sereine, retrouver la convivialité. Parce qu'on est quand même dans des modes de vie parfois difficiles, donc retrouver de la et revoir ce que c'est que Mais cette diversité, elle est pas facile parce qu'autant je pense que j'ai plutôt une assez bonne alimentation, plutôt diversifiée, autant au petit déjeuner, je pense qu'on est beaucoup à manger toujours la même chose, pratiquement. Oui, parce qu'on a nos habitudes. On a les habitudes culturelles, bien sûr. Varier son petit déjeuner, c'est très rare. Au mieux, entre peut-être la semaine et le week-end, chez certains. Oui, bien sûr. Mais après, il n'y a pas que le petit déjeuner, il y a les autres périodes de repas, etc. Donc, essayer de manger varié, diverses, sur les recommandations. Et puis, bien sûr, les modes de préparation, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie de choses importantes. Donc, des choses de bon sens, quoi, finalement. Bien sûr. Deuxième question, toi, qu'est-ce que tu as mis récemment en place dans ta vie pour être en meilleure santé ? Alors, moi, j'ai repris l'activité physique, je fais du vélo tous les jours, et 2-3 heures le week-end, 40 km de vélo le dimanche. Ouais, mais c'est un vélo électrique. Ah mais c'est énorme, c'est vachement bien. Ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que on a beaucoup ça chez des médecins à peu près sur ta tranche d'âge, etc. J'ai l'impression que la force des évidences scientifiques, des effets, etc. font que tous ceux qui faisaient pas de sport, malgré tout, ils s'y sont mis parce qu'à un moment c'était trop évident. Les arguments sur l'activité physique, indépendamment de la problématique du poids,
là aussi, je crois qu'il y a des arguments extrêmement solides sur la. Alors, c'est pas que l'activité physique, c'est la lutte contre la sédentarité. C'est-à-dire, et ça, c'est extrêmement c'est deux choses différentes et extrêmement difficile, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps assis devant des écrans. Voilà, penser à se lever, faire quelques pas, faire quelques mouvements, et puis voilà, essayer tous les jours de faire un petit quelque chose. Il y a des effets clairs, encore une fois, indépendamment du poids, sur tout ce dont on a parlé, l'inflammation, l'activité physique, la sensibilité à l'insuline, pardon. Quel changement, toi, t'as vu sur toi depuis que t'as repris l'activité physique comme ça? C'est des enjeux aussi liés au stress, je pense, qui sont aussi très très importants. Ok, merci beaucoup. Merci. Et peut-être à une prochaine fois, Karine. Ouais, merci.